Bonjour à tous et bienvenue sur ce 27e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. À l'épisode précédent, on a terminé notre menu de sélection de niveau. Par contre, on avait vu un problème, c'est que lorsqu'on passe d'une scène à une autre, eh bien on ne sauvegarde pas nos données. Donc toutes les pièces qu'on a ramassées dans notre niveau 1 vont être perdues dans notre niveau 2. Et aujourd'hui, je vais donc vous proposer une solution pour pallier à ce problème. Alors, pour regarder des données d'une scène à une autre, on a plusieurs moyens. On a le Don't Destroy Unload, qu'on ne veut pas utiliser vu que c'est ce qu'on faisait avant, et on a simplement la sauvegarde. On va pouvoir sauvegarder des données et charger des données. C'est quelque chose qui se fait très facilement avec Unity, que ce soit d'une scène à une autre ou d'une session à une autre, dans le sens où je joue à mon jeu, je ramasse 10 pièces, je ferme le jeu, je reprends plusieurs heures plus tard, et bien on peut faire en sorte de charger les précédentes données du joueur, comme ça il n'a pas besoin de recommencer le jeu à chaque fois. Sur Unity, vous avez plusieurs solutions pour la sauvegarde. Vous pouvez utiliser les player pref, vous pouvez utiliser un fichier texte, vous pouvez utiliser le JSON, le XML pour sauvegarder des données de manière plus importante ou en plus grand nombre, et vous avez également des assets qui sont proposés sur l'asset store de Unity et qui vous permettent justement d'avoir des systèmes clés en main où vous n'avez pas grand chose à faire pour configurer votre système de sauvegarde. Concrètement, nous, ce qu'on veut garder comme données, ce sont des données très simples. Il faut qu'on garde le nombre de pièces, c'est donc une variable int, vu que c'est un nombre entier, et pareil pour notre barre de vie, et je ne sais plus si c'est une float ou une int, notre nombre de points de vie, on va rapidement voir ça, donc dans player health, current health c'est une int, donc pareil, c'est un nombre entier. Nous, on a juste deux nombres entiers à sauvegarder. Donc concrètement, utiliser du JSON ou du XML, et surtout vous expliquer comment ça fonctionne juste pour ça, je pense que c'est un petit peu overkill. C'est pas forcément la meilleure solution, je pense. On pourrait également utiliser un fichier texte tout simple pour sauvegarder nos données. Bien que ce soit plus simple, ça nous oblige quand même à passer par le système, et donc enregistrer, créer un fichier texte, le remplir, le peupler, etc. Bien que ce soit quelque chose de très intéressant, j'ai déjà fait un tutoriel dessus assez complet. J'ai également montré comment chiffrer une chaîne de caractères. Donc concrètement chiffrer du texte, et vous avez donc en combinant ces deux vidéos un système qui vous permet de sauvegarder et de charger des données et même de les protéger pour éviter que le joueur triche, pour éviter simplement qu'il modifie les données dans son fichier texte de sauvegarde si vous n'avez pas envie que le joueur puisse tricher. Je ne vais donc pas répéter tout ce que j'ai dit dans ces deux vidéos, sachant que cette vidéo est quand même déjà assez longue, donc vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui on va utiliser les player pref, tout simplement pour sauvegarder des données d'une scène à une autre. Les player pref, c'est pareil, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je me dois de vous en parler aujourd'hui parce que c'est une fonctionnalité de base de Unity. On est dans une série pour les débutants, et justement les player pref c'est quelque chose de très simple à utiliser pour sauvegarder des données et les charger. Ce qu'il faut savoir par contre sur les player pref, donc littéralement en fait les préférences du joueur, généralement c'est surtout utilisé pour sauvegarder les préférences des options. Par exemple, la résolution utilisée, la qualité graphique utilisée, les touches qu'utilise le joueur pour avancer, reculer, etc. Mais on peut également utiliser le système de player pref pour sauvegarder des petites données. J'insiste encore une fois sur le fait que nous, les données qu'on veut sauvegarder et charger, ce sont simplement deux nombres entiers, c'est vraiment quelque chose de très léger, donc on va utiliser ce système. Mais si vous avez un grand nombre de données à sauvegarder, partez plutôt sur du texte, du JSON ou du XML, vous retrouverez des tutoriels sur internet, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, ça fait très longtemps que j'aimerais parler du JSON et du XML comme technique de sauvegarde simplement de données, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Bref, passons maintenant à la sauvegarde. Donc concrètement ce qu'on veut faire, c'est que, une fois qu'on passe à notre niveau suivant, eh bien on veut sauvegarder les données. Donc au moment où le joueur passe la porte, on considère que il est arrivé à la fin du niveau, et que tout ce qu'il a acquis pendant ce niveau, eh bien il va le garder, et on va lui donner dans le niveau suivant. On va pouvoir ajouter sur notre Game Manager un nouveau script, qu'on va appeler, eh bien comme vous pouvez le voir c'est déjà tout prêt, Load and Save Data. Évidemment vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va ouvrir ce nouveau script, et on va ajouter à l'intérieur deux éléments, la sauvegarde et le chargement. C'est tout ce qu'on veut ajouter. Les deux using systems on n'en aura pas besoin, et on aura juste besoin de la void start dans un premier temps. Avant toute chose, load and save data est un élément unique de nos différentes scènes. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule fois ce script, plus généralement dans notre jeu. On va donc pouvoir le transformer en un singleton. On peut aller dans player health par exemple, ou dans n'importe quel autre script où vous avez un singleton. Vous copiez la void awake et la variable statique qui va avec. Donc je vais prendre celle de player health, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle.
et je vais coller ça au-dessus de la void start. Ici, on va pas mettre player elf, on va mettre load and save data, et pareil ici dans notre void awake. Le fait d'avoir ce singleton nous permettra de facilement sauvegarder ou charger les données depuis un autre script. Maintenant qu'on a ce singleton, je vous propose qu'on commence par la sauvegarde des données. On va créer une méthode un petit peu plus bas qu'on va appeler, alors déjà on va la mettre en public, parce qu'il faudra qu'on puisse l'appeler depuis un autre script, et on va simplement l'appeler save data, donc sauvegarder des données. Le fonctionnement de playerpref est extrêmement simple. On a une ligne pour sauvegarder une donnée, et on aura une ligne pour charger cette donnée. Donc pour la sauvegarde, on va simplement faire une référence à playerpref, on va faire point. Visual Studio va nous proposer un certain nombre de méthodes, et celle qui nous intéresse nous c'est setFloat, setInt, setString. Donc selon le type de données que vous voulez sauvegarder, vous allez utiliser l'une de ces trois méthodes. Donc est-ce que vous voulez enregistrer une float, une int ou une string? Chez nous, on l'a vu, on veut sauvegarder deux nombres entiers. Donc on va dire setInt. On va ouvrir les parenthèses, et on nous demande ici deux éléments à l'intérieur. Il nous faut une clé sous forme de string, et une int qui va être la valeur. Le fonctionnement des playerpref est en fait très proche du fonctionnement des dictionnaires en C#, ou encore des hash en Ruby. Si vous n'avez utilisé aucune de ces deux choses et que vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, vous allez voir que c'est relativement simple. En fait, on peut voir les playerpref un peu comme un tableau. Et dans ce tableau, on a deux éléments. On a le nom de la donnée et la donnée en elle-même. Quand on veut sauvegarder une donnée, on va simplement lui donner un nom et on va lui passer sa valeur. Par exemple, je suis dans mon jeu, j'ai 10 pièces d'or, et bien je vais pouvoir appeler par exemple ma variable goldcoins et je vais passer simplement 10 en valeur. Et ça va être pareil pour absolument toutes les données et peu importe leur type. Si par exemple on a le pseudonyme de notre joueur, ce sera sous forme de texte, donc on peut l'appeler player name par exemple, et simplement passer le nom du joueur à l'intérieur en tant que value. Puis, une fois qu'on a enregistré toutes nos données, on peut simplement les récupérer basées sur leur nom. Donc si maintenant je lance mon jeu, mon joueur arrive dans la scène, j'ai envie de lui redonner les pièces qu'il avait la dernière fois, eh bien je vais simplement pouvoir récupérer la donnée goldcoin et on va automatiquement récupérer 10. Donc vous allez voir que c'est très simple, on va ouvrir les double quotes. La première donnée qu'on veut sauvegarder c'est le nombre de pièces. Donc on va pouvoir appeler ça par exemple coins count. Donc là c'est vraiment moi qui choisis le nom que je mets ici, c'est ce qu'on appelle donc la clé. Ça va être le nom de la donnée. On va mettre une virgule, et ensuite il faut qu'on renseigne quelle est la valeur de cette donnée. Donc il faut en fait simplement qu'on donne le nombre de pièces qu'on a actuellement. Et pour ça, on a notre inventaire qui possède un singleton, donc on peut faire .instance, et on a une variable à l'intérieur qui s'appelle coinsCount, et qui contient le nombre de pièces qu'on a actuellement dans notre inventaire. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour la sauvegarde. Là, tel quel, si maintenant j'appelle save data, on va sauvegarder le nombre de pièces qu'on a actuellement dans les playerpref avec la clé coinsCount. On va retourner sur Unity, et comme je l'ai dit, le fait de sauvegarder les données, donc d'appeler save data, on va le faire lorsqu'on passe au niveau suivant. Donc on peut aller sur notre porte ici, qui nous permet, enfin peu importe ce que vous avez mis, mais l'élément qui vous permet de passer à la scène suivante, et vous pouvez ouvrir le script load specific scene. Dans ce script load specific scene, on a une méthode load next scene, et qui nous permet de charger la scène suivante. Ce qu'on peut faire donc dans load next scene, c'est simplement faire une référence à load and save data. On va accéder à son instance et on va appeler save data. Et on peut sauvegarder ce script. Également, je remarque rapidement, alors rien à voir, mais je vois que le fade system ici est en public. On peut le mettre en privé. De toute façon, il est récupéré dans la void awake. On devrait pas avoir besoin de mettre ça en public. On va retourner sur Unity et on va tester notre système. Je vais appuyer sur play, je vais ouvrir mon coffre, on voit donc que j'ai 10 pièces, et je vais passer à la scène suivante. Vous n'avez absolument rien vu. On n'a rien dans la console, les pièces n'ont pas été chargées, et tout ça c'est normal. Pour l'instant on a juste sauvegardé la donnée. Alors là théoriquement tel qu'on a fait le script, tout a bien fonctionné, mais je préfère quand même vous prévenir que les playerpref sont parfois un petit peu traîtres, et elles ne renvoient pas toujours une erreur même quand la récupération d'une donnée ou la sauvegarde d'une donnée est mal faite. Mais je vous assure qu'on a bien fait notre ligne dans load and save data et que du coup nos données sont bien sauvegardées. Par contre maintenant comment les voir? Alors c'est encore une fois un petit peu traître, les playerpref, c'est que selon la plateforme sur laquelle vous êtes, eh bien ces données elles ne sont pas enregistrées au même endroit. De mon côté je suis sur Windows et ces données elles sont donc enregistrées dans le registre de Windows.
Ce qui fait qu'elles sont un petit peu cachées et qu'elles sont assez difficilement exportables. Et je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais vu le registre de Windows, vous savez pas forcément à quoi ça correspond, et donc je vais aussi vous le montrer aujourd'hui, je vais vous montrer où est sauvegardée cette fameuse donnée. Alors si vous êtes sur Mac ou sur Linux ou sur une autre plateforme, j'avoue que je ne sais plus de mémoire où sont stockés les players pref. Je me souviens que cette information est donnée sur la documentation officielle de Unity, sur la page des players pref. Donc pour ouvrir le registre Windows, vous pouvez maintenir la touche Windows plus R, vous allez avoir cette fenêtre exécutée qui va s'ouvrir, et vous pouvez taper reg edit. Normalement vous avez un avertissement qui s'affiche pour dire que vous devez l'ouvrir je crois en mode administrateur ou quelque chose comme ça, donc vous pouvez accepter, et vous allez avoir une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Alors pour savoir où chercher nos données, il va falloir qu'on sache à quel nom de société est rattaché notre projet. Alors vous inquiétez pas, hein, il y en a un par défaut. Vous pouvez aller dans File, plutôt dans Edit, Project Settings, vous allez sur Player, et vous avez normalement Company Name ici. Par défaut, normalement, vous avez la même chose que moi, Default Company. Et vous avez le nom du produit, moi je l'ai appelé série 2D, chez vous c'est peut-être un nom différent. Ces deux informations, elles sont importantes parce qu'elles vont nous permettre de retrouver les fameuses données. Une fois qu'on a ces informations, on peut retourner dans le registre de Windows, et ici, on va pouvoir aller dans HKey Current User, donc vous pouvez cliquer sur la petite flèche à gauche. Vous allez avoir un certain nombre de dossiers qui vont s'ouvrir, vous retrouverez notamment Software, que vous pouvez encore une fois ouvrir avec la petite flèche. Vous allez avoir un certain nombre de dossiers qui vont apparaître, plus vous avez de logiciels et de jeux potentiellement sur votre système, plus vous allez avoir de dossiers. En fait, il y a plein de logiciels, plein de jeux qui utilisent le registre de Windows pour sauvegarder des petites données. En étant attentif à tous les dossiers que vous avez à l'écran, vous pouvez un petit peu deviner ce que j'ai installé sur ma machine. Vous voyez que j'ai Adobe avec notamment Photoshop, j'ai également Asprite, Blender, Dropbox, Discord et encore plein d'autres choses. De votre côté, vous en aurez peut-être plus, peut-être moins, vous en aurez peut-être même en commun avec moi, il y a de fortes chances, et vous devriez notamment retrouver un dossier qui s'appelle Unity, que vous allez pouvoir ouvrir. Vous allez retrouver ensuite à l'intérieur Unity Editor, que vous pouvez encore une fois ouvrir. À l'intérieur, vous avez Default Company, qui est donc la fameuse nom de société qu'on a par défaut dans notre projet. Donc vous pouvez l'ouvrir. À l'intérieur, vous risquez de retrouver un certain nombre de dossiers parce que par défaut, comme je l'ai dit, tous vos projets sont sur le nom Default Company, donc tous vos dossiers vont être attachés à ça. Théoriquement, à l'intérieur, vous devriez retrouver un dossier qui correspond à votre projet. Donc chez moi, il s'appelle série 2D. Vous pouvez voir que ici, j'ai bien série 2D. Et si je clique dessus, on va voir quelques clés qui vont apparaître sur la gauche ici. Et on retrouve notamment tout en haut une clé qui s'appelle Coins Count, et on peut voir que à l'intérieur on a une donnée qui est 10. Et si vous vous souvenez bien, au moment où j'ai sauvegardé ma donnée, donc au moment où je suis passé à la scène suivante, j'avais ouvert un coffre et j'avais donc récupéré 10 pièces. Donc on peut voir qu'effectivement la donnée a bien été sauvegardée dans le registre. Donc voilà ce mini tutoriel pour aller voir réellement les players pref dans le registre de Windows. A savoir que là les données elles sont sauvegardées donc dans Current User, Software, Unity, Unity Editor, Default Company et nom de votre projet, simplement parce que là on a sauvegardé les données depuis l'éditeur de Unity. C'est pour ça qu'on est dans Unity Editor. Mais si jamais vous faites un build de votre jeu et que vous lancez une sauvegarde, eh bien ça sera pas dans Software Unity, ça sera je crois dans Software et directement ensuite Default Company et le nom de votre projet. Important à savoir, selon si vous êtes dans l'éditeur ou sur un build, eh bien ça sera pas forcément sauvegardé au même endroit. Cela étant dit, on va pouvoir maintenant fermer ce registre. Maintenant qu'on a vu que nos données sont bien sauvegardées, on va s'occuper de leur chargement. On va donc ouvrir le script Load and Save Data, et nous, quand est-ce qu'on veut charger nos données? Eh bien simplement au lancement du jeu, donc au moment de la void start. Et nous, ce qu'on va faire concrètement, c'est dire que le nombre de pièces qu'on a actuellement, donc c'est-à-dire inventory.instance.coinsCount, va être égal à la clé coinsCount, ou la valeur plutôt qui est attribuée dans les players pref. Donc très très simple, on va en fait faire quasiment l'inverse de ce qu'on a là en bas. On va dire que inventory.instance.coinsCount, donc le nombre de pièces qu'on a actuellement, va être égal à playerpref.getInt. Donc vous voyez qu'avant on a fait set pour enregistrer une donnée, là on va faire get pour la récupérer. Et on peut simplement passer le nom de la clé, c'est-à-dire coinsCount. Faites bien attention à mettre la même chose qu'en bas ici, donc avec les majuscules, etc. Et ce qu'on peut également faire, et ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre une virgule après le coinsCount, et on peut voir que ici Visual Studio nous propose d'ajouter une default value. Et ici on va mettre 0. En fait, ce qui se passe avec cette ligne, c'est que on va essayer de charger dans l'inventaire le nombre de pièces qu'on a sauvegardées dans coinsCount, mais si jamais c'est la première fois qu'on joue
à ce jeu, et donc qu'on n'a jamais récupéré de pièces, eh bien CoinsCount n'existe pas. Et il faut donc quand même qu'on passe une valeur à CoinsCount, qu'on l'initialise avec quelque chose. Et donc on va mettre ici 0. Ce qui fait que lorsqu'on va jouer pour la première fois, eh bien on aura la valeur initialisée à 0 pièces. Comprenez que ici, si je remplaçais le 0 par 50, au moment où je lancerai le jeu, eh bien j'aurai 50 pièces par défaut. Alors en théorie, c'est pas toujours utile d'ajouter une valeur par défaut, je crois que c'est pas nécessaire dans notre cas ici, parce que justement le nombre de pièces par défaut ça va être 0, donc on devrait pas avoir besoin de le mettre. Encore une fois, comme je l'ai dit, PlayerPref c'est assez traître, parce que si on demande à récupérer CoinsCount comme ça, sans valeur par défaut et que ça n'existe pas, Unity ne va pas nous renvoyer d'erreur, pas de warning, rien du tout. Il va juste remarquer que cette donnée n'existe pas, et donc il va laisser la valeur actuelle de CoinsCount, qui est à 0, donc chez nous ça pose pas problème. Mais juste par habitude et par acquis de conscience, on va ajouter une valeur par défaut, et je vous recommande de le faire à chaque fois que vous faites une récupération de données avec les PlayerPref, parce qu'on ne sait jamais. Si je sauvegarde ce script, que je retourne sur Unity, et que j'appuie sur Play, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Alors en réalité, si on va sur Inventory, dans l'inspector, on peut voir que CoinsCount est bien à 10, donc nos données ont bien été chargées. Par contre, sur le visuel ici, on est toujours à 0. En fait, on avait optimisé notre système pour que le compteur de pièces là-haut ne soit mis à jour que lorsqu'on ajoute ou on enlève des pièces. Mais du coup, vu que là on a chargé le niveau, on n'a théoriquement pas rajouté des pièces, on a attribué une valeur. Il faut donc qu'on fasse en sorte que lors du chargement de la donnée, on mette à jour également le visuel. Ça va être quelque chose d'assez simple, on va aller ouvrir notre script Inventory, et dans Inventory, c'est justement ce qu'on a ici dans Add Coins et Remove Coins, c'est qu'on va prendre le nombre de pièces actuelles, on va le passer en string et on va l'envoyer dans le texte qu'on a en tant que visuel. Mais comme je l'ai dit, on le fait que quand on ajoute ou enlève des pièces. On va un petit peu optimiser notre système, on va ajouter une nouvelle méthode ici, une méthode publique, void, qu'on va appeler update text UI, et à l'intérieur on va simplement en fait mettre exactement la ligne qu'on a ici, donc coinsCountText.text égale coinsCount.toString. Et on va plutôt appeler update text UI à la place de cette ligne dans add et remove coin. Comme ça, l'élément qui mettra à jour le visuel se fera toujours depuis la même méthode et on aura juste à appeler cette méthode à chaque fois que c'est nécessaire. Ce qui veut aussi dire que dans notre script load and save data, une fois qu'on va récupérer la donnée, on peut simplement dire inventory.instance.update text UI. Et on peut sauvegarder. Si je relance mon jeu, mes données elles sont toujours sauvegardées, on les a jamais effacées, et si j'appuie sur play, on peut voir que, tada, on récupère bien nos 10 pièces. Par contre, si maintenant je récupère de nouveau 10 pièces, donc je suis à 20 pièces, et que je passe à la scène suivante, on ne va pas garder nos pièces. Et ça, c'est tout simplement parce que dans notre scène 2, on va sauvegarder ça, on va aller dans la scène 2, sur le Game Manager, on n'a pas le fameux component Load and Save Data. Donc il faut ajouter ce script qui va permettre justement au chargement de cette scène de charger les données. Très rapidement, avant de terminer cette vidéo, je vous montre un dernier élément qu'on peut sauvegarder. Donc là, on a sauvegardé les pièces d'une donnée à une autre. Par contre, si je prends des dégâts et que je passe à la scène suivante, eh bien, ma vie est régénérée. Je vais vous montrer comment faire justement pour garder les points de vie qu'on avait précédemment dans la scène suivante. Mais je vais aussi vous expliquer après pourquoi je ne recommande pas forcément de le faire. Mais ça peut être intéressant quand même de vous montrer. Donc dans Load and Save Data, le principe va être vraiment le même. On va ajouter une ligne pour sauvegarder le nombre de points de vie qu'on a actuellement. Donc on peut d'ailleurs copier la ligne qu'on a là, ça va être très semblable. On va choisir un nom pour cette donnée, donc je peux l'appeler simplement playerElf. Et cette donnée, on va la chercher dans notre singleton playerElf.instance.currentElf. Donc on a notre ligne pour sauvegarder la donnée, et il ne reste maintenant plus qu'à la charger lors du chargement de la scène. Il faut savoir que la barre de vie fonctionne un petit peu sur le même système que sur les pièces, c'est-à-dire qu'il faut qu'on envoie la donnée, et ensuite qu'on recharge le UI. Encore une fois, on l'a fait de manière optimisée, pour ne pas charger le UI en permanence, et le charger uniquement lorsqu'on ajoute ou on enlève de la vie. Histoire d'optimiser tout ça, on va faire une variable temporaire qu'on va appeler currentElf, et à l'intérieur, on va charger notre donnée. Donc on va dire playerPref.getInt, comme on a fait juste au-dessus. On va charger la donnée qui s'appelle
player elf, encore une fois exactement pareil que ce qu'on a là en bas. Et si jamais cette donnée n'existe pas, alors là il faut vraiment faire très attention, la valeur par défaut qu'on va passer ça va être 100, et pas 0, sinon la scène elle va charger et il va s'éliminer tout seul. Du coup il faut qu'on charge par défaut le nombre maximum de points de vie. Alors juste pour vérifier dans player elf, on utilise une variable max elf qui est à 100, du coup en fait on va pas mettre 100 en dur ici, on va plutôt mettre player elf.instance.maxelf. J'avais oublié qu'on utilisait une variable pour la vie maximale, donc voilà, par défaut on va charger la vie maximale du joueur. Maintenant dans currentElf, ici on a soit les derniers points de vie qui étaient enregistrés, soit simplement la vie maximale, donc on a concrètement le nombre de points de vie qu'on veut attribuer. Et donc nous il ne nous reste plus qu'à dire playerElf.instance.currentElf égale currentElf, donc la valeur qu'on vient de calculer. Et comme je l'ai dit, ça fonctionne sur le même système que les pièces, donc il faut qu'on mette à jour le UI, et pour ça on va dire playerElf.instance elfbar, et sur elfbar on a une méthode qui s'appelle setElf, et on va passer donc currentElf, la vie actuelle. On peut sauvegarder ça, et notre système de sauvegarde pour la vie devrait également être fonctionnel. Donc si j'appuie sur play dans mon niveau 1, je m'enlève des points de vie, je vais passer à la suite, donc j'atteins la porte, et j'ai gardé ma vie actuelle. Donc c'est parfait, le système fonctionne bien. Mais comme je le disais, c'est pas forcément ce que je recommande pour la barre de vie, parce que si maintenant je passe par le level select, j'appuie sur play, donc imaginons que j'ai joué au niveau 1, voilà, il y a quelques heures, là je viens de relancer le jeu, donc j'ai envie de continuer ma partie, je prends le niveau 2, je me retrouve avec la vie que j'avais. Donc en soi c'est pas trop mal, on peut faire en sorte, on peut définir que notre jeu, voilà, peu importe ce qu'il se passe, quand on arrête le jeu, au moment où on reprend exactement les mêmes données. Donc la vie qu'on avait et le nombre de pièces qu'on avait. Mais ça peut aussi être un petit peu frustrant. Imaginons que vous terminez votre niveau 1, voilà, il vous reste 10 ou 20 points de vie, vous voulez continuer le jeu, vous gardez les mêmes points de vie, vous voyez plein d'ennemis, ça peut être un petit peu décourageant. Donc là c'est vraiment à vous de définir ce que vous voulez pour votre jeu. Est-ce que vous voulez garder la vie d'une scène à une autre et potentiellement d'une session à une autre, ou non. Dans tous les cas, je vous ai montré comment faire dans le script, et en ce qui me concerne, je pense que je ne vais pas garder cette fonctionnalité. Je pense que je vais simplement sauvegarder de mon côté les pièces, j'en suis pas entièrement sûr pour le moment, donc je vais juste commenter ces trois lignes ici qui permettent de charger la donnée, et également cette ligne ici qui permet de sauvegarder playerElf. J'ai quitté le mode play, et je vais également vous montrer une fonctionnalité assez utile de Unity. Donc là si je recharge mon niveau, donc vous voyez que moi j'ai désactivé voilà, le fait de garder la barre de vie. Ce que vous pouvez faire, parce que là vous avez vu que les pièces ont été chargées par défaut, si jamais vous voulez remettre les données de votre jeu à 0, donc vous voulez que le joueur ait de nouveau 100% de sa vie et 0 pièces, qu'il puisse en fait simplement tout recommencer, vous pouvez aller ici dans Edit, et vous avez Clear All Player Pref. Vous cliquez dessus, on vous demande si vous êtes sûr d'effacer toutes les Player Pref, vous pouvez faire Yes, et maintenant en chargeant une scène, vous allez voir que vous aurez de nouveau 0 pièces et toute votre vie. En fait les données ont simplement été effacées, mais du coup le système est toujours actif, là j'ai récupéré mes pièces, je passe à la scène 2, je garde toutes mes pièces. Et pareil, si je relance le jeu et que je charge une scène, on retrouve les 10 pièces. Alors le seul aspect vraiment négatif de cette restructuration du système de niveau, c'est que là j'ai rechargé mon niveau 1, j'avais déjà 10 pièces, et j'ai de nouveau un coffre ici que je peux ouvrir pour récupérer 10 pièces. Et en fait je peux très facilement refarmer les anciens niveaux. Donc là je peux de nouveau arrêter, je retourne sur mon niveau de sélection, je charge le niveau 1, et j'ai de nouveau le coffre qui est réinitialisé. Et donc je peux reprendre des pièces, et je peux faire ça en boucle pour avoir autant de pièces que je veux. Alors là évidemment mon niveau il est très simple et très court, donc le coffre je l'ai tout au début, il n'y a aucun danger, il est très simple à récupérer, le niveau je le termine très vite et je peux très rapidement recommencer et boucler le niveau. Alors théoriquement chez vous, vous avez des niveaux un peu plus avancés, un peu plus longs, un petit peu plus dangereux, avec plus d'ennemis, donc voilà, le problème n'est pas aussi important on va dire dans vos projets à vous, que dans le mien qui est très rudimentaire. Mais du coup j'aimerais quand même avoir votre avis sur ça. Je suis parti du principe qu'avec notre sélection de niveaux, on bloquera les futurs niveaux par la suite, c'est d'ailleurs probablement ce qu'on fera au prochain épisode. Donc lorsqu'on lance le jeu pour la première fois, on n'a que le niveau 1, puis on débloque le 2, le 3, le 4, etc. Mais du coup je suis aussi parti du principe qu'on peut rejouer à d'anciens niveaux, et qu'on va quand même garder les données, et tous ces niveaux ils sont réinitialisés, donc si je recharge comme je l'ai dit le niveau 1, on peut voir que le coffre il est refermé, par contre j'ai toujours les pièces que j'avais gagnées grâce à ce coffre lors de mes précédentes parties.
Donc votre avis m'intéresse sur ce système, comment est-ce qu'on pourrait régler ce problème? Est-ce qu'on dit qu'on s'en fiche et le joueur il peut retourner dans d'anciens niveaux pour farmer des pièces, ce qui en soi n'est pas plus mal, dans la plupart des jeux ça fonctionne comme ça aussi? Ou alors est-ce qu'on part du principe que si on joue à un ancien niveau, toutes les pièces qu'on récupère dans les anciens niveaux ne s'ajoutent pas à notre montant actuel? Personnellement je partirais plutôt sur la première option, le fait de vraiment laisser le joueur faire ce qu'il veut et pouvoir farmer les pièces dans d'anciens niveaux s'il le souhaite. Aujourd'hui nos pièces elles n'ont pas vraiment d'utilité, on ne peut pas les utiliser pour avoir des power-up ou ce genre de choses, c'est probablement quelque chose qu'on traitera dans un futur épisode pour acheter des améliorations, peut-être sauter plus haut, aller plus vite, ce genre de choses. Donc pour le moment c'est peut-être difficile de dire si c'est un problème de pouvoir farmer les pièces, mais je pense que le sujet reviendra sur la table un petit peu plus tard dans cette série. Je vous remercie d'avoir suivi ce 27e épisode jusqu'à la fin, donc l'épisode qui nous permet de garder les données entre deux scènes. On a donc utilisé aujourd'hui les player pref qui permettent de sauvegarder et de charger des données entre plusieurs sessions et aussi entre plusieurs scènes indirectement. Les player pref, on en reparlera justement au prochain épisode dans lequel on fera en sorte de pouvoir bloquer par défaut et ensuite débloquer les différents niveaux. Un grand remerciement aux tipeurs sans qui cet épisode n'aurait pas été possible, avec un remerciement particulier à Schizocell, Pyrghost, Dingela, Spyprog, Inca300 et Alec1996, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut!